Bon, donc je recommence un enregistrement, donc désolé. Bon, donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'était que pour un gaz parfait, le changement en énergie interne est toujours CV delta T, peu importe le processus. Même si le processus n'arrive pas avec V constant, c'est toujours l'expression pour le changement en énergie interne pour un gaz parfait. Qu'est-ce qui arrive si V n'est pas constant? On aura que le changement en énergie interne est par définition Q plus W, mais Q n'est pas la même chose que Q pour un processus à volume constant, et W n'est pas l'expression pour un processus à volume constant. Et pour un processus à volume constant, le montant de travail effectué est zéro, mais leur somme est toujours CV delta T. Bon, donc en chimie, on préfère avoir la pression constante au lieu que le volume. Donc on va regarder un processus pour lequel la pression est constante au lieu du volume. On verra que, encore une fois, le changement en énergie interne est CV delta T, mais ça sera pratique d'utiliser une autre fonction qu'on appelle H. Puis on verra ça directement. Bon, donc, regardons un système avec volume constant. Donc ici, on a notre gaz, puis ici, on a l'environnement. On ajoute un montant d'énergie en forme de chaleur QV. Donc V est constant. Donc on n'a aucun changement du volume de gaz, ce qui veut dire que le montant de travail effectué est zéro. Donc W, le montant infinitésimal est zéro, qui nous dit que le montant macroscopique est zéro. Donc, delta U est Q plus W, qui est dans ce cas QV plus 0. Et on sait en tout cas que c'est CV delta T. À cause que c'est un gaz parfait, la variable qui est importante, c'est T. Donc, on a un changement de température T du gaz. Donc, on a un delta T du gaz. À cause qu'on dit que le montant d'énergie en forme de chaleur est positive, on va voir que la température du gaz augmente. Bon, donc, disons qu'au lieu du volume, on garde la pression du gaz constante. Là, on ajoute un montant d'énergie, disons positive, en forme de chaleur, QP, à une pression constante. Là, le volume va augmenter. À cause que le volume augmente, il y aura du travail fait par le gaz sur l'environnement. Donc, dW est inférieur à 0 et donc le montant de travail est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que le gaz détend son volume, il y a une expansion, il faut faire du travail sur l'environnement pour effectuer l'expansion. On observe le même changement de température, disons. Donc, qu'est-ce qui arrive à le changement en énergie interne? On sait que toujours, par définition, c'est le montant d'énergie transférée par chaleur plus le montant transféré par travail. Donc, c'est QP plus le montant de travail fait. Mais pour le même changement de température ici, il faut que ça soit la même chose que QV, qui est CV delta T. On sait que le travail ici est négatif, donc il faut que QP est supérieur à QV parce que QP moins quelque chose est égal à QV. Le message ici, c'est que quand on ajoute de l'énergie en forme de chaleur à pression constante, ça cause directement une augmentation de volume. Ça cause du travail fait par le gaz sur l'environnement. Et donc, le changement en énergie interne est QP plus W, qui est négatif.
mais à cause que ça dépend seulement des états initial et final, le changement en énergie interne est toujours CV delta T. Donc, vous reconnaissez que les volumes et pressions initiales et finales du gaz ne sont pas les mêmes dans les deux cas, mais c'est un gaz parfait, donc l'énergie interne est seulement fonction de la température. Et elle a la même valeur dans les deux cas. Donc, en définition, H comme U plus P fois V, ça s'appelle l'enthalpie. L'enthalpie. Puis, le change, enthalpie, je vous dis, est une fonction d'état. Et je peux vous donner un argument direct. H est une somme de U, qui est une fonction d'état, et P fois V. Le produit, P et V sont des variables de l'état du système, donc le produit est une fonction d'état. Donc là, U et PV sont des fonctions d'état, leur somme H est une fonction d'état aussi. Donc, delta H dépend seulement des états initial et final du processus. Et en particulier, delta H, c'est le montant de chaleur, le montant d'énergie transféré par la chaleur à une pression constante. Dans le texte, il y a un argument qui n'est pas important, donc on va l'éviter en termes de différentiel. Sage, l'enthalpie, okay. J'ai dessiné l'énergie interne versus température l'autre jour. Donc ici, on va écrire énergie. Puis on a vu que l'énergie interne était une fonction de la température. Puis la pente de la tangente était CV. Donc on avait que CV, c'était le changement de l'énergie interne avec température à volume constant. Donc, dérivée de l'énergie interne je vous dessine une deuxième courbe qui est H, et c'est un peu exagéré ici. Puis on appelle la pente de la tangente CP, qui est définie comme le dérivé de H avec T à P constante.
Donc, un des messages de ce figure, c'est que CP, c'est toujours supérieur à CV. On va voir des expressions pour des cas particuliers la semaine prochaine, je pense. Aujourd'hui, mais aussi la semaine prochaine. Bon, CV, c'est la capacité calorifique à volume constant. CP, c'est la capacité calorifique à pression constante. C'est une propriété physique d'une substance qu'on peut mesurer et tabuler. Bien entendu, pour des petits changements de température, c'est plus ou moins constant, mais vous pouvez voir sur ce figure-là que ce n'est pas exactement linéaire. Donc, pour des températures très différentes, ça va changer. OK, donc pour un gaz parfait, on a vu qu'un changement petit en énergie interne, c'était CV fois le changement en température, qui nous donne qu'un changement appréciable, c'est CV, le constant, fois delta T. Je vous dis que je ne vous donne pas une preuve pour ça, ça ne sert pas à grand-chose. DH est toujours CP dt pour un gaz parfait. Donc, delta H, c'est CP delta T. Donc, on vous donne un argument. H est défini comme U plus PV. Et pour un gaz parfait, ça c'est quoi? PV, c'est nRT. Donc, delta U, c'est CV delta T. Puis delta H, c'est CP delta T. Mais on sait que H, c'est aussi H1, H2 moins H1, ce qui est U2 plus P2 V2 moins U1 moins P1 V1. Et là, U2 moins U1, c'est delta U. P2 V2, c'est nRT2 moins nRT1, ce qui est delta U plus nR delta T. Delta U, c'était quoi? C'était CV delta T plus NR delta T. Donc, CV plus NR delta T. Là, on peut comparer nos deux expressions. On a vu que c'est CV plus NR, mais c'est aussi CP. Donc, pour un gaz parfait, CP moins CV est égal à NR. Pour un gaz réel ou substance en général, on va avoir une expression beaucoup plus compliquée au troisième chapitre. Bon, je n'aime pas tellement cet argument-là. OK, ça se peut que vous voyez une expression comme ça. Donc, si on a une réaction en phase gazeuse, qui produit un montant différent de mode de gaz, à une température constante. On a delta H qui est delta U plus P2 V2 moins P1 V1, ce qui, dans ce cas, vous donne delta N fois R et T qui sont constantes.
Je n'aime pas autant un exercice comme ça. D'habitude, on vous donnera delta H et on vous demande de calculer delta U. Ce n'est pas un exercice productif parce que ça ne sert à rien dans la réalité. Je vous le dis parce que vous pourriez le voir dans votre carrière, mais je ne pense pas. L'idée que CP moins CV est NR est beaucoup plus importante. Bon, donc là, on a vu plusieurs processus. On va faire un résumé de ce qu'on a vu. OK, donc le processus isotherme, défini par T constant, on a un processus isobar, P ne change pas. Isochore, puis il y a un dernier qu'on appelle adiabatique. Dans ce cours, c'est défini comme le montant infinitésimal de chaleur est 0. Donc, il n'y a pas de chaleur. On va regarder les expressions pour un gaz parfait dans les cas. Donc, en particulier, on veut calculer delta U, delta H, travail, chaleur pour tous ces processus-là. Donc, qu'est-ce qu'on utilisera? On utilisera la loi des gaz parfaits. Ensuite, du, c'est dq plus dw. dH est défini comme du plus pdv plus vdp plus dp dv, et ça c'est 0. C'est un argument que je n'ai pas présenté. Ça vient de H défini comme U plus PV. Donc, dH, c'est du plus le différentiel de PV, qui est PdV plus VdP plus dPdV, qui est 0. Bon, donc, pour un gaz parfait, on a du qui est CV dt, puis dH qui est CP dt. Donc, delta U est toujours CV delta T et delta H CP delta T. Bon, donc on va regarder nos 4 processus. Le dernier est plus difficile, ça prendra plus de temps. Bon, donc isotherme. Delta U, c'est quoi? C'est CV delta T. Delta T est 0, donc c'est 0. Delta H, c'est CP delta T. Encore une fois, 0. Calculons U et Q. Donc, delta U est égal à 0, donc on peut calculer soit W ou soit Q, ça nous donne l'autre. C'est plus facile à calculer W. Donc, en cas réversible, rappelez-vous que ça veut dire que la pression externe, c'est la même que la pression du gaz en tout temps. Et c'est nRT sur V, parce que c'est un gaz parfait. Donc, le montant de travail, c'est moins P externe
ça c'est l'expression pour le travail. Ensuite, on sait que la chaleur, c'est le négatif du travail à cause que le changement en énergie interne est zéro. Donc, c'est nRT. C'est tout. Si vous faites un graphique, le montant de travail, c'est l'heure qui est sous cette courbe. Bon. Ensuite, isobare. Donc, il faut savoir V1 et V2, T1 et T2, qui nous donne... Donc, delta U, c'est CV delta T, qu'on calcule en sachant T1 et T2. Ensuite, delta H, qui est CP delta T, encore une fois, en sachant T1 et T2. Et à cause que pression est constante, on la étiquette comme ça. Bon, le montant de travail. Si on regarde encore une fois le cas réversible, et dans ce cas, la pression ne change pas, donc c'est toujours une constante. Qu'on peut calculer assez facilement. Premier principe, on sait delta U. En principe, on sait Q, parce que c'est quoi Q dans ce cas? C'est delta H. À cause que delta H, c'est le montant de chaleur dans ce cas-là. Donc, ça nous donne plusieurs façons de calculer toutes les choses. QP, c'est égal à H. Delta U, c'est CV delta T. Q, on calcule directement, c'est H. Puis W, on calcule P delta V. Dans ce cas, la pression ne change pas. Donc, le montant de travail, c'est ça. OK, isocore. OK, le plus facile, c'est que le travail est zéro. Donc, delta U de la Q, et en particulier CV delta T, encore une fois, delta H, CP delta T. Il faut savoir T1 et T2. Ça nous donne delta T. Les autres quantités sont là. Si vous essayez de faire un diagramme, V1 et V2 ne changent pas. Donc, c'est là, sous cette courbe, qui est nul. OK, là, on regarde le système adiabatique. Défini par aucun échange de chaleur. Là, on peut toujours utiliser la loi des gaz parfaits et on va réduire
a trois relations entre deux variables. Donc, définition, du, c'est dq plus dw, mais dans ce cas, c'est seulement dw à cause que dq est égal à 0. C'est un changement réversible. Donc, P externe, c'est la même chose que P. Pour un gaz parfait, on sait que toujours, du, c'est CV dt. Et dw, c'est moins P externe dv. À cause que c'est réversible, c'est moins P dv qui est moins nRT sur V dv. Bon, donc là, on a du, puis on a dw, puis on a une expression, puis une deuxième expression. On les met égaux, puis on va résoudre. Ça nous donnera une relation entre V et T. Donc, du, c'est dw. CV dt, qui est du, c'est moins nR T sur V dV. Là, on va séparer les dépendances et intégrer. Ça nous donne CV dt sur T, c'est moins nR dV sur V. Là, on peut intégrer les deux côtés. Et ce sont des fonctions de l'état du système, donc ce sont des intégrales définies, bien définies. Bon, donc ce sont deux intégrales que vous connaissez. CV, logarithme naturel T2 sur T1, moins NR, logarithme naturel V2 sur V1. Puis on va écrire ça d'une manière particulière. Donc, quelque chose fois le logarithme, on peut le mettre en exposant, et on peut le mettre en exposant là. Donc, logarithme de T2 sur T1 aux puissance CV, c'est le logarithme naturel de V2 sur V1 aux puissance moins NR. On écrit ça, ok, donc on ne change pas ici. Ici, une puissance négative, on peut prendre le réciproque. V1 sur V2 puissance NR. Puis là, on peut prendre l'exposant des deux côtés, qui nous donne T2 sur T1 puissance CV, V1 sur V2 puissance NR, ou la forme par laquelle c'est écrit d'habitude, bon, donc qu'est-ce que ça représente? La relation, ok, P, V et T changent. Donc, la loi des gaz parfaits est la même pour les deux points. Cependant, à cause qu'il y a une relation entre du et dw, on a une relation entre V et T pour le processus adiabatique. Et c'est quoi la relation? C'est celle-là. Donc, par définition, NR sur CV, on appelle ça 1 sur C minuscule, qui dit la même chose que C minuscule, c'est CV sur NR. Donc, T2 sur T1, c'est
V1 sur V2 aux puissance 1 sur C minuscule. Ou, si vous voulez, bon, encore une fois, ça c'est une relation entre V et T pour le processus adiabatique. P change aussi, mais les deux variables V et T sont reliées de cette façon. Il y a aussi une relation entre T et P et une relation entre P et V. On veut la relation entre P et V. Donc, PV c'est nRT, toujours, ce qui nous dit que T c'est PV sur NR. Donc, T1 c'est P1V1 divisé par NR, et T2 c'est P2V2 divisé par NR. On va mettre ces deux expressions là. Ça va éliminer le variable t, puis on aura une expression en termes de p et v. Donc, on commence encore une fois avec v1 sur v2, c'est t2 sur t1 aux puissance c minuscule. OK, t2 était quoi? p2 v2 divisé par nr, puissance c minuscule, divisé par t1 puissance c, nr, P1V1, puissance C minuscule. Là, on a ça qui s'annule. Donc, on a V1 sur V2. C'est égal à P de V2 divisé par P1V1 en puissance C. On peut grouper les V ensemble. Donc, on va faire une étape de plus. On peut prendre la puissance 1 sur C des deux côtés. Ça nous donne V1 sur V2 en puissance 1 sur C. Ensuite, on met ça de l'autre côté. Ça nous donne V1 sur V2, puissance 1 plus 1 sur C. Bon. Là, 1 sur C minuscule, c'était NR plus sur CV. Donc, 1 sur C plus 1, c'est NR sur CV plus 1. Donc, on peut écrire ça de cette manière, ce qui est CV plus NR sur CV. Et rappelons que CV plus NR, c'était quoi? CP. OK. On appelle cette proportion-là gamma. C'est la proportion des capacités calorifiques du gaz. Encore une fois, une propriété qu'on peut mesurer dans le labo, ce que j'ai fait quand j'étais au premier cycle. Bon, donc gamma, la proportion
Et là, on a P2 sur P1. Et la façon que c'est écrit d'habitude, c'est P1 puissance comme ça. OK. Encore une fois, c'est un gaz parfait. Donc, si T est constante, P1V1 c'est égal à P2V2. Mais pour le processus adiabatique, T n'est pas constant, elle change. Et la relation entre les deux variables est celle-là. Mais T n'est pas constante. La dernière chose que je veux dire ici, c'est que si on regarde les comportements, là c'est le comportement isotherme. Et là, on a le comportement adiabatique. Donc, on sait que Cp est supérieur à Cv. Donc, gamma est supérieur à 1. Donc, la pente ici sera supérieure à celle-là. Bon. Il y a une dernière chose que je veux vous présenter dans ce chapitre, qui sont des dérivées partielles. Donc, les dérivées partielles. Donc, disons qu'on a une fonction f d'une variable. On a un premier dérivé df dx bien défini, qui est la pente de la tangente à un point particulier. Deux variables. On a une fonction de x et y. Donc, il y a deux variables différentes, deux premiers dérivés différents. On a le dérivé avec x, y traité comme constant. Donc, ça veut dire
traiter y comme un constant. Et prenez le dérivé mais il y a aussi le premier dérivé avec y, x étant traité comme constant. Donc, regardons quelques exemples. Donc, le dérivé partiel avec x. Donc, y est constant, donc le cosinus de y est un constant. Ce qui reste, c'est x au carré, donc on a 2x fois le cosinus d'y qui est un constant. Maintenant, x est traité comme constant, donc on a x au carré, et le dérivé de cosinus, c'est le moins sinus. Bon, donc il y a une observation et une relation fondamentale de plus. Observer. Si on prend le dérivé avec x, traitant y comme constant, ensuite, on prend le dérivé avec y, traitant x comme constant, c'est la même chose que si on prenait les dérivés de l'autre façon. Donc, le deuxième dérivé mixte, ça veut dire on prend en premier avec x et en deuxième avec y, ou en premier avec y, ensuite avec x, on reçoit le même résultat. Puis il y a une qualification si la fonction f est bien définie. Dans ce cours, toutes les fonctions sont bien définies. Bon, donc, regardons dans notre cas particulier. On a pris le dérivé avec x. Ensuite, donc on avait f qui était quoi? C'était x au carré cosinus y. Le dérivé avec x en premier, c'était 2x cosinus y. Ensuite, on prend le dérivé avec y. Ok, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? On prend le dérivé avec x traitant y comme constant. Ensuite, du résultat, on prend le dérivé avec y traitant x comme constant. Donc, de cette expression-là, on prend le dérivé avec y traitant x comme constant. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, x est constant, donc 2x est constant, fois moins sinus y. Le premier dérivé avec y traitant x constant était x au carré moins sinus y. Ensuite, si on prend le... Donc, on commence avec ça. Ensuite, on prend le dérivé avec x traitant y constant de x fois la fonction de y qui est constant.
Et regardons, c'est la même chose. Le message que je vous donne, c'est pour toutes les fonctions d'état, les deuxièmes dérivés mixtes sont égaux. Bon, donc il y a une ou deux questions dans les troisième exercice traitant ça. On va voir ça en beaucoup de détails au troisième chapitre.